20 médecins entouraient le lit de la déléguée Sarah Montero à l'hôpital métropolitain. Leurs visages graves, leurs têtes secouées en silence. Tout transmettait la même vérité, personne ne savait ce qui se passait. La vie de l'officier s'éteignait sous leurs yeux, et aucune réponse ne ressortait des examens ni de l'expérience accumulée. Quelques heures auparavant, à 3h47 du matin, l'appel d'urgence de la police en détresse était arrivé. Sarah s'était effondrée en pleine patrouille. Son coéquipier l'avait trouvée étendue près de la voiture de service, en convulsions, sans blessure, sans coup de feu, sans signe de traumatisme. Une jeune femme forte, en parfaite santé, luttant soudainement entre la vie et la mort. La Dre Rebecca Almeida, 20 ans de service aux urgences, ne trouvait aucune explication. Elle avait tout vu: infarctus, accidents vasculaires cérébraux, overdose, empoisonnement, mais l'état de Sarah ne correspondait à aucune catégorie. Convulsions, arythmie, difficultés respiratoires, défaillance neurologique. Chaque symptôme pointait vers un chemin différent, et pourtant, tous les examens étaient normaux. L'hôpital mobilisa sa meilleure équipe. Neurologues, cardiologues, toxicologues, spécialistes des infections, ils examinaient la patiente les uns après les autres, et revenaient les mains vides, les uns après les autres. Sang propre, cerveau sans traumatisme, cœur sain. Et pourtant, Sarah s'éteignait lentement. Le docteur Marcos Costa, chef de la neurologie, observait les moniteurs, activité cérébrale chaotique, pupilles lentes, fonctions motrices s'affaiblissant, heure après heure. Le temps jouait contre eux, et la cause restait cachée, invisible, comme si la maladie elle-même se moquait de la science. L'enquête et le mystère non résolu. Pendant que la science restait sans réponse à l'USI, la police civile entamait sa propre ligne d'investigation. La capitaine Rita González examinait personnellement les dossiers des 6 derniers mois de travail de Sarah. Peut-être un ennemi, un criminel rancunier, une vengeance en suspens, mais non, tout était en ordre. Procédure impeccable, protocole suivi à la lettre, aucun incident marquant, aucune menace directe. En parallèle, la Dre Libia Pacheco, spécialiste en toxicologie, épuisait les possibilités du laboratoire. Elle analysa le sang de Sarah à la recherche de drogues, de poisons, de métaux lourds, de composés synthétiques et biologiques. Rien. Les panneaux revenaient négatifs, encore et encore. Si une toxine attaquait le corps de l'officier, ce n'était pas une que les méthodes conventionnelles pouvaient détecter. La frustration grandissait, les médecins, réunis lors de conférences interminables, couvraient les murs de graphiques et de résultats, de revues médicales ouvertes sur des articles concernant des cas étranges, d'ordinateurs affichant des scanners et des tests sans aucune piste claire. Ils s'accordaient tous sur une seule chose: quelque chose dans le corps de Sarah était en train de lâcher, mais personne ne savait pourquoi. Un prisonnier et une intuition. Pendant ce temps, dans les étages supérieurs de l'hôpital, dans la section destinée à la prison municipale, les nouvelles circulaient vite parmi les détenus. La majorité célébrait avec cynisme la souffrance d'une policière, mais pas tous. Dans une cellule, un prisonnier écoutait en silence, traitant l'information d'une manière très différente. Dans l'une de ces cellules se trouvait Marcelo Santos, purgeant une peine de 7 ans pour vol à main armée. Pour beaucoup, il n'était qu'un délinquant de plus, mais avant de mettre les pieds en prison, il avait passé 12 ans en tant que secouriste, intervenant dans des ambulances, des salles de traumatologie, sur des accidents de toutes sortes. Son instinct clinique ne s'était pas éteint derrière les barreaux. Il était toujours vif, entraîné à reconnaître des schémas que d'autres ne voyaient pas. Marcelo apprit par l'infirmière Patricia Silva, qu'il avait croisé lors d'une chirurgie l'année précédente, qu'une déléguée luttait pour sa vie à l'USI, et qu'aucun spécialiste n'en trouvait la cause. Elle lui parla presque en chuchotant, épuisé, désespéré. Marcelo l'écouta en silence, mais son esprit se mit immédiatement au travail. Et les facteurs environnementaux, demanda-t-il calmement, quelque chose auquel elle aurait pu être exposée pendant sa patrouille. Patricia secoua la tête. Ils avaient fait des tests pour tout, drogue, poison, infection, génétique, rien ne collait. Cette nuit-là, allongé sur sa couchette, Marcelo repassait l'affaire dans sa tête. Plein médecin, tous sans réponse. Cela signifiait que le problème n'était pas dans les manuels, mais dans quelque chose en dehors du cadre hospitalier. Son expérience dans la rue lui avait appris une leçon essentielle: souvent les explications les plus simples sont invisibles pour ceux qui cherchent trop dans le complexe. L'intervention inattendue. Le lendemain arriva la nouvelle dévastatrice. L'état de Sarah avait empiré. Son activité cérébrale s'effondrait. Les médecins parlaient déjà de soins palliatifs. La famille fut appelée, les couloirs de l'hôpital se remplirent d'uniformes priant en silence. Marcelo sut alors qu'il devait intervenir, même si personne n'attendait que la clé puisse venir d'un prisonnier. Le matin suivant, les médecins se réunirent en salle de conférence. 20 spécialistes, tous épuisés, réexaminant les mêmes résultats, encore et encore. Sang, imagerie, monitorage, tout en ordre, tout sans explication. La Dre Rebecca Almeida résuma le sentiment général:
Une femme saine de 34 ans ne meurt pas sans raison. Quelque chose nous échappe. Le docteur Marcos Costa, neurologue, signala que le schéma cérébral ressemblait à une intoxication, mais sans trace d'aucune substance. La Dre Livia Pacheco répéta qu'ils avaient testé plus de 300 toxines sans résultat pertinent. Cardiologues et pneumologues s'accordaient, les symptômes étaient typiques d'une exposition chimique, mais rien n'apparaissait dans les analyses. À ce moment Marcelo, escorté par des gardes en route pour son évaluation psychiatrique, passa devant la salle. « Avez-vous spécifiquement recherché des marqueurs métaboliques d'exposition au sulfure d'hydrogène » demanda-t-il. Un silence s'installa. Finalement, Pacheco admit, « Nous n'avons pas fait d'analyse de gaz, mais le H2S disparaît très vite. Nous n'avons jamais pensé à cette possibilité. » Le docteur décrivit alors les symptômes à nouveau, déclin neurologique, arythmie, détresse respiratoire, défaillance multi-organes, un portrait fidèle de l'intoxication chronique au H2S. La vérité révélée, en quelques heures, l'équipe de toxicologie prépara des tests spécialisés. Ils recherchèrent des enzymes endommagées, des niveaux de sulfhémoglobine, et d'autres traces qui confirmeraient le diagnostic. Simultanément, la capitaine Rita Gonzalve ordonna d'inspecter la voiture de patrouille de Sarah. Mécaniciens et spécialistes en matériaux dangereux travaillèrent sur le véhicule. Ce qu'ils trouvèrent fut dévastateur, le collecteur d'échappement était fissuré juste sous le système de ventilation. Le catalyseur était également défaillant, générant des concentrations anormales de sulfure d'hydrogène. Chaque fois que Sarah mettait la climatisation, elle respirait du poison. La théorie de Marcelo avait cessé d'être une hypothèse. La voiture de service était littéralement un piège mortel. À l'hôpital, les tests confirmèrent la même chose. Les niveaux enzymatiques et les biomarqueurs dans le sang de Sarah correspondaient à une exposition prolongée. Le mystère était résolu, le diagnostic était enfin clair, intoxication chronique au sulfure d'hydrogène. Le traitement et l'impact, la Dre Rebecca Almeida ressentit un soulagement mêlé de frustration, tout ce temps à penser à un empoisonnement aigu, et c'était une exposition lente, quotidienne, silencieuse, murmura-t-elle. Immédiatement, l'équipe initia le protocole de traitement. Sarah fut connectée à une oxygénothérapie à haut débit, dans l'espoir de déplacer les restes de gaz adhérents à l'hémoglobine. On lui administra de puissants antioxydants, pour freiner les dommages cellulaires, et des médicaments de soutien pour le cœur, les poumons et le système nerveux. Les médecins savaient que le temps jouait contre eux. Des semaines, peut-être des mois d'exposition avaient laissé des cicatrices invisibles dans tout son organisme. La récupération était incertaine, mais pour la première fois, une direction claire existait. Pendant ce temps, la capitaine Rita Gonzalve recevait le rapport des mécaniciens. 17 patrouilles de la flotte présentaient des défaillances similaires au niveau de l'échappement. 3 d'entre elles aussi graves que celles de Sarah. Des réparations immédiates et de nouveaux protocoles d'inspection furent ordonnés. Ce qui avait failli coûter la vie à une déléguée aurait pu affecter des dizaines d'autres agents. Un lent rétablissement, cette nuit-là à Louisy, quelque chose changea. Les moniteurs commencèrent à montrer des signes minimes, mais encourageants. L'activité cérébrale de Sarah remonta légèrement, ses arythmies se stabilisèrent, et sa respiration nécessita un peu moins d'assistance. C'était de petits pas, mais pour une équipe qui parlait déjà de soins palliatifs, cela ressemblait à des miracles. 3 étages plus haut, dans sa cellule, Marcelo s'allongea en silence. Personne ne saurait que c'était lui qui avait vu ce que les experts n'avaient pas vu. Il n'apparaîtrait pas dans les rapports, ni dans les revues médicales, ni aux nouvelles, mais il dormait avec une certitude, il avait sauvé une vie. La récupération de Sarah, bien que lente, transforma l'atmosphère de l'hôpital. Les médecins, qui avaient ressenti de l'impuissance, commencèrent à retrouver l'espoir. Chaque petite avancée était notée méticuleusement, non seulement comme partie du traitement, mais aussi comme apprentissage. L'affaire devenait une étude vivante de toxicologie environnementale. La Dre Rebecca Almeida, marquée par l'expérience, changea sa manière d'enseigner aux internes. Elle insistait désormais, pour poser des questions sur les facteurs externes, le lieu de travail du patient, le transport qu'il utilisait, la possibilité d'exposition à des produits chimiques quotidiens. Tout ce qui rend malade n'est pas à l'intérieur du corps, répétait-elle. Parfois la menace est dans l'air que nous respirons. Les répercussions et le secret, dans la police civile, les répercussions furent immédiates. Les révisions de la flotte révélèrent des défaillances dangereuses sur des dizaines de véhicules. Rita Gonzalve ordonna des réparations urgentes et des formations sur les symptômes d'intoxication. Ce qui avait failli coûter la vie à Sarah, servit à protéger toute une corporation. À l'hôpital, la Dre Pacheco commença à rédiger de nouveaux protocoles pour inclure des évaluations environnementales dans les cas de maladies mystérieuses. Son équipe préparait des listes de vérification et des tests spécialisés pour détecter les expositions aux gaz, aux produits chimiques industriels et aux émissions des véhicules. Pendant ce temps,
Marcelo restait dans sa cellule en silence. Il ne pouvait parler à personne de son implication. Parmi les détenus, aider à sauver une policière n'était pas un motif de respect. Mais en lui, quelque chose avait changé. Il avait retrouvé le sens du devoir, le même qu'il avait accompagné à chaque urgence pendant ses années de secouriste. 2 semaines après le diagnostic, Sarah ouvrit les yeux en pleine conscience pour la première fois. Sa respiration ne dépendait plus du ventilateur, et bien que sa voix soit traînante, elle était claire et compréhensible. Ses parents pleurèrent en l'entendant les appeler par leur nom. L'équipe médicale l'entourait, mêlée de soulagement et d'émerveillement. L'Adré Pacheco lui expliqua, en termes simples, ce qui s'était passé, l'intoxication silencieuse à l'intérieur de sa patrouille, le gaz qui l'avait affaibli petit à petit jusqu'à la mener au bord de la mort. Je croyais que c'était de la fatigue, des maux de tête liés au travail. Je n'aurais jamais imaginé cela, dit Sarah, encore faible, hochant la tête avec incrédulité. L'héritage d'une vie sauvée, les mois suivants furent marqués par la réhabilitation. Sarah fit face à une routine difficile, physiothérapie quotidienne, exercice de mémoire, entraînement léger pour recommencer à marcher. Elle le faisait avec la même détermination qu'elle patrouillait les rues. 1 an plus tard, Sarah reprit le service actif. Bien qu'elle conservât de petites séquelles réflexes un peu plus lents, quelques lapsus de mémoire, l'important était qu'elle soit revenue. Son cas devint un précédent national. La police civile mit en place des protocoles de sécurité plus stricts dans tout le pays. Le cas de Sarah était désormais étudié par les médecins et les policiers comme un exemple clé de toxicologie environnementale. Dans l'ombre, Marcelo continuait d'exercer son étrange destin. Depuis sa cellule, il recevait discrètement des rapports de cas médicaux qui défiaient les spécialistes. Ces notes arrivaient au docteur Moura, et de là aux équipes hospitalières. Personne en dehors de ce cercle ne savait que l'auteur de ces diagnostics était un détenu. Le savoir, pensait-il, n'appartient pas aux institutions ni aux titres, il appartient à ceux qui sont prêts à l'utiliser pour servir. Sarah, quant à elle, ne sut jamais qui avait vu ce que les autres n'avaient pas vu. Pour elle, son salut fut le fruit de la persistance médicale et de la collaboration d'une équipe brillante. Elle n'imagina jamais que 3 étages plus haut, un homme qu'elle aurait peut-être menotté un jour fut celui qui alluma la lumière au milieu de l'obscurité. L'histoire fut consignée dans les rapports, les congrès et les manuels. Mais la leçon la plus profonde n'apparaîtrait jamais dans un livre, parfois les connaissances les plus précieuses naissent dans les endroits les plus inattendus, de personnes que le monde a décidé de ne pas écouter. Et ainsi, en silence, la vie d'une déléguée et l'instinct d'un prisonnier s'entremêlèrent à jamais, prouvant que la sagesse et la compassion peuvent traverser les murs, les hiérarchies et les préjugés.